année, je vous propose un récap de tous les moments mode marquants de l'année. C'est devenu un peu notre petit rituel, mais vous allez voir que je ne vais pas vraiment fonctionner par catégorie. J'ai remasterisé un peu le truc, j'espère que ça va vous plaire. Et on va commencer par THE moment viral de l'année. Bien évidemment que ça ne pouvait qu'être le final du défilé Coperni de la collection donc Spring Summer 2023 avec Bella Hadid. Ça a vraiment fait un énorme buzz et un buzz mondial. Les directeurs artistiques donc Arnaud Veillant et Sébastien Meyer ont vraiment réussi à créer un moment qui a dépassé la fashion sphère, qui a tellement été republié, repartagé et qui a tellement marqué les esprits que ça a été vu par tout le monde et dans le monde entier. Pourtant à la base cette innovation technique n'est pas vraiment leur invention puisqu'il s'agit de celle du docteur Manel Torres qui existe en plus depuis 10 ans, donc pas si nouvelle que ça. Et en fait Coperni n'a fait que, entre guillemets, transposer ce concept sur son propre défilé et a permis de le mettre en lumière puisque ce n'était pas vraiment, voire pas du tout connu du grand public. Donc il y a quand même eu cet effet waouh, on a quand même eu l'impression que c'était une innovation parce que malgré tout, avoir un vêtement version spray, c'est pas quelque chose de très commun non plus. Mais quoi qu'on en dise, ils ont quand même réussi à faire une prouesse parce que aujourd'hui ce n'est pas facile de sortir du lot. On est vraiment dans une ère des réseaux sociaux et les marques font la course au clic. Elles cherchent toutes à avoir le plus beau décor avec le meilleur produit porté par la meilleure célébrité pour faire le buzz. Le but pour réussir, pour se faire remarquer, c'est d'être repartagé sur les réseaux sociaux et ça ne fait qu'aller crescendo, les marques vont toujours plus loin. D'ailleurs du coup cette année on a eu une vraie tendance avec des produits complètement what the fuck. Je vais seulement vous en montrer quelques-uns, histoire de vous montrer les plus incontournables, mais honnêtement on en trouve sur presque tous les défilés maintenant. On a tout d'abord le sac pigeon de J.W. Anderson qui s'est beaucoup fait remarquer, les gens ont adoré, il a très vite fait rupture de stock. Dans un tout autre registre, on a également eu le sac poubelle de Balenciaga, le sac chips également de Balenciaga. On a Loewe avec donc toujours son directeur artistique J.W. Anderson qui a littéralement fait pousser des graines de chia sur plusieurs produits de sa collection. On a eu la robe bisou, des robes voiture, des robes ballon et on a également les gants d'eau préservatifs de chez Botter qui ont beaucoup fait parler. En même temps, quand on fait un produit comme ça, on se doute que ça va beaucoup être repartagé et c'est très certainement le but puisque comme je vous le dis, c'est la course aux réseaux sociaux et certaines marques misent sur toute autre chose pour être visibles sur les réseaux sociaux. J'ai nommé la pipolisation de la mode. On voit des stars partout. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment un phénomène nouveau. Dans les années 90, la mode s'est beaucoup associée à la musique, aux célébrités, etc. Mais là, c'est quand même assez particulier. Ça n'a jamais été autant fait. Limite, c'est devenu presque une banalité d'avoir une star sur un catwalk. Par exemple, cette année, on a pu voir Paris Hilton chez Versace, Julia Fox chez Patou, Kim Kardashian chez Dolce & Gabbana, également chez Balenciaga, avec aussi Dua Lipa chez Balenciaga. Et d'ailleurs il y a eu tellement de célébrités sur ce défilé couture que d'après le rapport de liste il s'agit du défilé de l'année tellement il y a eu de recherches les jours qui ont suivi ce défilé. Également on a énormément de stars invitées avant le défilé, limite c'est un red carpet. Et d'ailleurs les stars qui font vraiment éclater le compteur de clics et de likes et de tout ce que vous voulez, ce sont les stars de K-pop et ça la mode l'a très bien compris. C'est limite si parfois on parle plus des célébrités que du défilé et ça peut être un problème pour certaines marques qui n'arrivent justement pas à faire le buzz grâce à leur collection parce que ça les invisibilise totalement. Je pense notamment au défilé Kenzo qui était un événement quand même relativement attendu et qui est complètement passé à l'as, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de célébrités avec notamment Julia Fox et Kanye West qui en plus n'étaient même pas habillés en Kenzo, ils étaient habillés en Schiaparelli. C'est vraiment détonnant, mais donc le but c'est de trouver le juste équilibre et pour éviter justement ce genre de phénomène, beaucoup de marques ont choisi de s'associer à des stars directement en les faisant devenir leurs égéries. Donc je pense par exemple à Jisoo chez Dior, Lisa chez Céline, Harry Styles chez Gucci
Gucci, Kristen Stewart chez Chanel. Ça leur permet de gérer un petit peu mieux la situation. Alors sur le long terme, ça peut paraître un peu répétitif parce que du coup, nos stars préférées sont souvent habillées de la même façon, ou du moins avec le même style de vêtements, puisque les marques ont souvent un ADN assez fort. Mais aussi et surtout, on s'est rendu compte cette année que ça pouvait être un gros risque, autant pour les marques que pour les célébrités, parce que si l'un tombe, l'autre tombe avec. Par exemple, lors de la dernière Fashion Week, Kanye West a proposé un défilé donc pour sa marque Yeezy avec un t-shirt pull où on pouvait voir marqué White Lives Matter, donc en référence au mouvement Black Lives Matter. Et sans surprise, ça a beaucoup suscité de réactions sur les réseaux sociaux, et notamment Gabriella Kerefa-Johnson, qui est une journaliste de chez Vogue, qui s'est vraiment indignée en décrivant le message comme offensant, violent et voire carrément dangereux. Ça, Kanye West ne l'a pas du tout entendu, a été vraiment même énervé par ses propos, et donc ça a tourné au harcèlement sur ses propres réseaux sociaux. Pendant plusieurs jours, Kanye West a publié des photos de la journaliste sur son Instagram en la ridiculisant, en disant qu'elle n'était pas légitime, en critiquant ses tenues. Enfin, c'était vraiment complètement what the fuck. Bien évidemment et heureusement, il y a eu toute une vague de soutien à Gabriella Johnson, avec par exemple Gigi Hadid et les Bieber qui ont pris position, mais également le magazine Vogue. Et c'est rare qu'ils prennent position d'une manière aussi tranchée. Par la suite, Kanye West a dit qu'ils s'étaient rencontrés, qu'ils s'étaient expliqué, que tout était à plat. Il a d'ailleurs aussi expliqué un petit peu mieux ce qu'il voulait dire avec ce slogan. Dans une interview clic que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube, il explique qu'il a fait ce message dans le but de montrer la gravité de devoir porter des slogans tels que Black Lives Matter en 2022, comme si ce n'était pas évident, et donc il ironise la situation. Donc je le cite: j'ai vu des blancs porter des t-shirts qui disaient Black Lives Matter, comme s'ils me rendaient un réel service en portant un t-shirt qui me rappelait que ma vie comptait, comme si je ne le savais pas déjà. Alors je me suis dit que j'allais leur rendre l'appareil, comme ça les blancs savent que leur vie est importante également. Et à la suite de tout ça, s'en est suivi une deuxième micro-polémique dans laquelle il accuse LVMH d'avoir tué Virgil Abloh, toujours dans des posts Instagram, et c'est ce qui a fait réagir Tremaine Emory, qui est un de ses amis et également ami de Virgil Abloh, et qui est aussi le directeur artistique de la marque Suprême. Et donc dans un post Insta, il révèle que Kanye n'a même pas été invité aux funérailles privées de Virgil, qu'il critiquait ses créations pour Louis Vuitton, et il le décrit comme étant jaloux et narcissique. Avec tout ça, il râlait qu'on parle plus de ses frasques que de son défilé, mais ça ne l'a pas arrêté pour autant, puisqu'il a continué à beaucoup publier sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, où il a mis des messages antisémites, au point de se faire bannir de Twitter, et par extension de se faire du coup boycotter par beaucoup de marques avec qui il travaillait, notamment Balenciaga, qui a carrément retiré de son défilé le passage de Kanye West alors qu'il faisait quand même l'ouverture, donc ils ont retiré un gros passage. C'est Adidas également qui a annulé toutes ses collabs, etc. avec lui faisant perdre plusieurs millions d'euros, de dollars. Mais la marque prend également un risque parce que les collabs avec Yeezy marchaient extrêmement bien. Donc c'est vraiment une action hyper forte de leur part, c'est pas anodin du tout. Et il y a également Gap qui l'a boycotté. Il avait fait une collab avec eux et avec également Balenciaga. Donc la chute a été vertigineuse mais très rapide. Et les collabs stars célébrités peuvent avoir des conséquences également dans le sens inverse. C'est l'image de Kim Kardashian qui en a pris un coup suite au scandale de la marque Balenciaga, parce qu'elle porte leurs vêtements depuis presque un an, elle est souvent sur leur défilé, elle est souvent avec eux, alors qu'elle n'est même pas leur égérie. Elle a dû du coup se désolidariser de la marque, expliquer qu'elle réévaluait sa collaboration, etc. parce que les gens lui tombaient dessus pour un scandale qui à la base n'était pas vraiment relié à elle. J'ai pris le cas de Kim Kardashian parce que c'est le plus évident, on va dire, mais ça a eu un impact sur beaucoup d'autres célébrités à qui on a demandé de prendre position, et quand elles ne l'ont pas fait, sur les réseaux sociaux, ça bardait. Alors mis à part si vous vivez sur une autre planète, vous n'avez pas pu passer à côté de ce scandale Balenciaga. Je vais vous en faire une vidéo dédiée parce que franchement ça a été c'est un énorme truc, et je veux vraiment prendre le temps de revenir
point par point sur tout ce qui s'est passé et vraiment de décortiquer, de vous donner un maximum de détails. Donc c'est la vidéo de la semaine prochaine, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais pour vous résumer très rapidement, Balenciaga a sorti une campagne pour Noël qui avait pour but de promouvoir les cadeaux de Noël, sauf qu'ils ont eu une idée complètement what the fuck. Ils ont fait poser des enfants au milieu donc de ces cadeaux de Noël qui ne sont absolument pas cohérents avec le monde de l'enfance. Mais en plus de ça, ils ont fait poser ces enfants avec les sacs nounours, avec les harnais BDSM qu'on avait vus sur leur précédent défilé. Ils ont donc été accusés de sexualiser les enfants. La marque a tout de suite réagi, ils ont retiré la campagne, ils se sont excusés, mais c'était déjà trop tard, le mal était fait. Et en fait ça a fait un effet boule de neige où les internautes se sont mis à faire une réelle enquête. On sait que Twitter pour ça ils peuvent être très doués, et du coup ils sont allés rechercher tout plein d'indices et de détails sur diverses campagnes de Balenciaga, et ils ont retrouvé des documents judiciaires concernant de la criminalité sur une autre campagne. Après ils se sont mis à voir plein d'éléments satanistes un peu partout. Ils ont également remis en question tous les photographes et autres artistes avec qui Balenciaga et même Kering par extension a pu travailler. Il y a également la styliste Lotta Volkova qui s'en est pris pas mal dans la tronche. Elle a dû mettre son Instagram en privé parce qu'elle a un univers très particulier. Pour l'instant la marque fait profil bas, ils disent plus rien, à voir comment ils vont revenir. J'ai hâte de voir quel va être leur plan d'action et de savoir s'ils vont réussir à se relever de tout ça, parce que je me dis que si c'est pas le cas, Demna chez Balenciaga c'est peut-être vraiment la fin, alors que c'était l'une des marques les plus en vogue depuis quelques années maintenant. Donc comme quoi aucune marque n'est à l'abri, et ça prouve à quel point les réseaux sociaux ont une puissance phénoménale et qu'ils peuvent autant vous emmener au sommet que vous enterrer. Et en parlant d'enterrement, j'ai un plan de ma transition. Cette année a été marquée par 4 décès de figures iconiques du monde de la mode. Donc Mugler, Issey Miyake, André Léon Taylor et également Vivienne Westwood, très dernièrement là en fin 2022. C'est vraiment des mastodontes de la mode. Ils ont tous révolutionné l'industrie de la mode à leur manière, à un moment donné, et leur décès sonne presque comme la fin d'une ère mode qui était incroyable, et ça rend ces événements d'autant plus tristes et d'autant plus durs à digérer pour les fans de mode. Sur une touche un peu plus joyeuse du coup, on va passer à un défilé qui a marqué l'année. Il s'agit du défilé tout rose de chez Valentino, qui était donc la collection automne-hiver 2023. Ce défilé était juste splendide et surtout hyper juste. Il semble presque comme une évidence, alors que c'était pas si simple que ça de penser à faire un défilé tout rose, et c'est plus risqué que ce qu'on le croit de miser que sur une seule couleur. Bon, ils ont fait également du noir, mais vous avez compris, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va forcément y adhérer, et ça peut être un risque au niveau des ventes. Mais en plus du fait que c'était donc incroyable, cette collection a été également énormément portée tout au long de l'année sur tout un tas de red carpet. À la fois ça a fait durer le plaisir, et en même temps ça lui a fait perdre un peu de saveur. C'est très contradictoire ce que je viens de dire, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, ce défilé a également beaucoup marqué sur les réseaux sociaux, puisqu'il a généré plus de 77 millions de vues sur TikTok. On l'a compris, TikTok, les réseaux sociaux, c'est hyper important, et donc ça prouve à quel point ça a très bien marché. Et ça va de pair avec la tendance Barbie qui a émergé cette année, dont on entend de plus en plus parler, qui va donc sûrement continuer sur 2023, avec notamment le film Barbie qui était en tournage, donc on a eu pas mal de photos, on en a beaucoup parlé, mais également la collaboration entre Balmain et Barbie qui a eu lieu en tout début d'année. Et en parlant de Balmain, on peut mentionner Olivier Rousteing qui a énormément fait parler de lui cette année, avec notamment sa collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier s'est retiré de sa marque, et pour la faire perdurer, il a proposé de faire des collaborations qui changent chaque saison. Donc ça permet d'avoir vraiment l'ADN Jean-Paul Gaultier, de faire vivre la marque tout en créant à chaque fois un effet de surprise, puisqu'on sait que la collection va être faite par un nouveau designer, en plus souvent des designers qui sont quand même un peu réputés, un peu connus. Donc franchement c'était hyper bien réfléchi, et la preuve, ça fonctionne. Il faut savoir qu'Olivier Rousteing est le directeur artistique de la marque Balmain depuis plus de 10 ans maintenant, et on le connaît avant tout pour ce qu'il fait chez Balmain. Donc on sait
on est habitué, même quand même il fait de bonnes collections, etc. On est plus ou moins habitué. Et du coup, le voir dans une autre maison, à devoir retravailler d'autres codes, déjà ça l'a remis sous le feu des projecteurs. Et en plus de ça, ça a fait du bien à sa carrière, je pense, parce que il a prouvé qu'il était capable de faire d'autres choses, qu'il était capable d'aller chez d'autres marques, qu'il était capable de s'adapter. Et la collection était canonissime. J'en ai pas parlé sur la chaîne, mais c'était vraiment une ode à Jean-Paul Gaultier. Et également à Balmain, il a fait quelque chose d'extrêmement équilibré et d'extrêmement juste. Franchement, il a créé l'événement et moi j'ai adoré. Et une autre personne qui s'en est très très bien sortie, il s'agit de Glenn Martins, toujours pour Jean-Paul Gaultier. Alors oui, je suis fan de Glenn Martins à la base. On le sait, je suis capable de m'habiller en Y Project tous les jours de ma vie sans aucun problème. J'adore ce qu'il propose, mais objectivement parlant, la collection était splendide. On avait un mélange de construit, déconstruit, avec des beaux volumes, des références subtiles. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet si jamais ça vous intéresse, que vous voulez en savoir un peu plus justement sur toutes les références utilisées et surtout si vous voulez me voir m'extasier sur son talent pendant une demi-heure, n'hésitez pas, je vous la mets en barre d'infos. Moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il arrive à faire des collections très mode, très pointues, très artistiques, tout en restant très commercial. Il a accumulé les hits produits cette année. On a eu la ceinture diesel qui a beaucoup été vue, également le sac diesel. De toute façon, ce logo-là, le D, a beaucoup été apprécié. Et d'ailleurs, d'après le report de List, c'est le logo de l'année. Ça ne m'étonne pas. Et il y a également eu la jupe diesel, la micro-jupe diesel, qui a fait un petit buzz sur TikTok à un moment donné, parce que les gens se sont rendus compte que bah oui, cette jupe était difficilement portable au quotidien, mais la tendance de la micro jupe ne vient pas de diesel mais vient plutôt de Miu Miu. On peut le dire, c'est la silhouette de l'année qui a redonné vie à deux tendances. Déjà celle de la micro-jupe qu'on a vue à tout va et qui va un peu dans cette tendance Y2K, mais également la tendance de l'écolière qui a été plus facilement repris dans les magasins et qu'on a pu donc plus facilement nous porter au quotidien. Et ce qui est dingue, c'est que cette silhouette reste l'une des silhouettes phares de 2022 alors qu'elle a été proposée en 2021. Mais en fait, la marque Miu Miu a continué à surfer sur sa propre tendance, ils ont eu raison. Sur leur défilé de cette année, on a pu voir toujours cette vibes de micro-jupe avec ce truc un peu écolière, etc. Et puis ça a inspiré beaucoup d'autres marques qui ont repris ces mêmes tendances. Et puis également, ça a été porté par beaucoup de célébrités, dont Zendaya, Nicole Kidman, Hailey Bieber, Paloma et ses sœurs, mais aussi Rihanna, qui a été l'une des icônes mode cette année, parmi d'autres célébrités dont je vais vous parler également. Rihanna, gros sujet cette année. En janvier, elle a annoncé sa grossesse avec un shooting photo dans la rue où elle porte un manteau Chanel et un collier Lacroix, je vais y arriver. Et ce qui a été marquant, c'est certes que Rihanna soit enceinte, enfin c'est ce qui a d'abord fait parler, mais c'est qu'en plus, quelque part, elle s'est servie de la mode pour annoncer sa grossesse, puisque elle s'est servie vraiment de ce manteau qui datait des années 90, qu'elle a ouvert pour montrer son baby bump, et par la suite, elle a enchaîné les looks de ce genre, où à chaque fois, en fait, elle prend des vêtements qui ne sont pas spécialement faits pour les femmes enceintes, et elle en fait un look hyper mode, hyper cool, avec son bidou apparent. Ça peut sembler lambda, genre bah oui, elle montre son bidou, mais en fait, la grossesse dans la mode, c'est pas quelque chose qui est c'est pas un sujet, c'est pas forcément quelque chose qui est abordé. On en voit très peu sur les défilés. D'ailleurs, ces dernières années, c'était Rihanna sur ses défilés Fenty qui en mettait, et à chaque fois ça faisait parler. On a Balenciaga également qui a mis une femme enceinte de manière assumée. On en a déjà vu dans la mode, mais généralement c'était pas aussi assumé, justement, c'était plus malgré la grossesse des mannequins que pour mettre en avant la grossesse. Voilà, la grossesse c'est quelque chose qui est un peu invisibilisé dans la mode. Quand les mannequins sont enceintes, elles sont pas forcément sur les podiums, elles reviennent plus tard et en plus on leur demande de revenir avec le corps on flic. Donc en fait on s'en rend peut-être pas compte, mais le fait que Rihanna en ait fait un statement, qu'elle se soit amusée avec la mode, qu'elle ait voulu profiter de son corps dans lequel elle se sentait bien en plus, puisqu'elle disait adorer son corps pendant sa grossesse, le fait qu'elle s'amuse, qu'elle porte des vêtements et qu'elle mette ça en avant, ça a été un gros truc et qui j'espère va inspirer beaucoup de femmes. Et d'ailleurs elle a carrément fait la couverture du
Vogue, c'était splendide. Dans les personnalités mode de l'année, on ne peut pas ne pas citer Bella Hadid. Déjà parce qu'elle n'a jamais été autant présente sur les défilés. Genre là, lors de la dernière Fashion Week, elle a fait la quasi-totalité des plus gros défilés, mais également parce que c'est une vraie influenceuse. Franchement, elle est à l'origine de plusieurs tendances cette année. Déjà, le Y2K, également la mode des hugs, elle en a fait un vrai phénomène. À peine à la portée, le lendemain, tout était en rupture de stock. C'est incroyable. Et aussi, elle est à l'origine de cette tendance qu'on appelle la weird girl, la fille un peu bizarre, un peu alien, qui match ses vêtements un peu bizarrement et qui va finalement un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir le plus sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et on a également Julia Fox qui a un univers très particulier qui a beaucoup impacté cette année. Elle vient un peu comme un cheveu sur la soupe. La meuf a été inconnue au bataillon il y a quelques temps. Là, elle débarque avec Kanye West, elle nous impose son univers, là, son eyeliner de dingue et pareil, son esthétique un peu de à la fois weird girl et à la fois beaucoup plus sexualisée avec des looks souvent très dénudés, des robes avec une main autour de son cou, etc. Et finalement, bizarrement, ça vient comme un vent frais, là où toutes les filles sont un peu des copier-coller, etc. Elle débarque, elle te dit non mais moi je suis différente et ça fonctionne. Et puis pour finir, comme chaque année, les Kardashians, plusieurs Kardashians cette fois-ci, notamment Kourtney avec Travis qui ont fait leur mariage tout en Dolce Gabbana. Ça a duré tout un week-end, ça a beaucoup été repartagé. Dolce Gabbana, alors qu'ils critiquaient les Kardashians il y a quelques années, là ils ont trouvé le bon filon puisqu'ils ont également fait une sorte de collaboration avec Kim Kardashian qui a fait que le défilé a été beaucoup vu, beaucoup repartagé et qu'il s'est hissé dans le top 20 je crois des défilés les plus regardés cette saison-là. Et également donc Kim Kardashian qui avait été chez Balenciaga, qui a fait ça avec Dolce Gabbana, mais surtout qui a créé un buzz au Met Gala. C'est une robe qui a en fait été portée par Marilyn Monroe en 1962 pour souhaiter un joyeux anniversaire au président Kennedy. Et à cette occasion, elle portait une robe sur mesure qui était adaptée à la couleur de sa peau, qui était faite par rapport à ses mensurations. On dit d'ailleurs que la robe a été carrément cousue sur elle. C'était vraiment une robe double peau qui, avec les lumières, etc., faisait en sorte qu'elle semble nue sur scène, juste scintillante avec tous les petits strass. Et c'est une robe qui a été créée par le designer français Jean-Louis d'après un dessin de Bob Mackie. À l'époque, Marilyn Monroe l'avait payé 1500 $ environ. Quelques années plus tard, elle avait été vendue 1 million $. Encore plus tard, en 2016, elle avait été mise aux enchères. Elle avait été achetée 5 millions de $, par le musée Ripley et c'est ce qui en fait la robe la plus chère du monde. Et ce qui est fou, c'est que depuis que Kim Kardashian l'a portée au Met Gala et qu'il y a eu toute cette mise en lumière autour de cette robe, on estime que cette robe vaut maintenant encore le double, c'est-à-dire 10 millions de $. Donc vous l'avez compris, c'est une création qui a énormément de valeur, qui n'a été portée que par une seule personne pour qui la robe a été faite d'ailleurs. Et le fait que Kim Kardashian vienne dans cette robe, autant ça a marqué l'histoire parce que je pense qu'on s'en souviendra encore longtemps, mais ça a bien évidemment fait également polémique. Déjà, beaucoup de personnes se sont interrogées sur la légitimité de Kim de porter une robe historique pour un événement. Et puis surtout, quand bien même Kim Kardashian a fait énormément attention en portant cette robe d'après ce qu'elle dit et même d'après un épisode là des Kim Kardashian, il y a tout un épisode vraiment sur le Met Gala, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, il est quand même vachement intéressant. Donc on la voit qui fait hyper attention, elle dit à tout le monde si vous avez envie d'éternuer, vous sortez de la pièce, personne n'a le droit de la toucher, etc. Et puis surtout elle a enfilé la robe devant le Met, elle a juste fait la montée des marches et puis après elle a retiré la robe pour se changer et mettre une réplique. Et voilà, il y a eu plein de choses mises en place, mais ça reste insuffisant parce qu'on a pu voir que la robe a quand même été dégradée. Ils ont quand même dû tirer pour qu'elle puisse rentrer dedans, donc on voit qu'il y a quelques perles qui ont sauté. On voit qu'elle pouvait pas forcément la fermer derrière et c'est pour ça qu'elle porte ce manteau. Voilà, c'est situation compliquée. Donc moment qui a marqué l'année et qui a marqué historiquement, je pense, le Met Gala. Mais moment un peu problématique. Et je m'en souviendrai d'autant plus que j'étais devant ce Met Gala. Alors c'est quelque chose que je ne comptais pas spécialement faire, mais cette année 2022, j'ai eu l'occasion d'aller à New York au moment où il y a eu le Met Gala et donc je me suis dit
pourquoi pas me pointer pour regarder l'événement. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ben franchement, je regrette pas parce que les gens étaient très bienveillants. Il y avait une très très bonne ambiance. Avant que les célébrités arrivent pour monter sur le tapis rouge, tout le monde faisait ses pronostics, tout le monde disait qui ils espéraient voir et tout. Et si vous avez l'occasion un jour de le faire, je vous le recommande. Moi, ça a bien évidemment marqué mon année, d'autant plus que donc j'ai vu un moment historique sur ce tapis rouge. Et un autre événement qui a marqué mon année, c'est le défilé Jacquemus, puisque c'est la première marque qui m'a invité à un défilé cette année. Il s'agissait du défilé Le Papier qui était un peu sur le thème de son mariage. Je vous en ai pas encore parlé mais promis, je vais le faire et je vais l'associer à son défilé également Le Raffia qui a pas mal été marquant en 2022. Je vous le fais bientôt. Mais surtout sur cette collection, enfin sur ce défilé, on a pu voir sa collaboration avec Nike qui a été l'une des collaborations de l'année alors qu'on a eu des collabs entre Adidas et Gucci, Adidas et Balenciaga. Celle qui revient le plus là dans les récaps et tout ça, c'est celle entre Jacquemus et Nike. Donc comme quoi elle a marqué les esprits. Et tant qu'on y est, Jacquemus a marqué l'année pour deux autres raisons. Alors on va commencer sur une touche positive. On peut mentionner son mariage qui a rassemblé plein de beau monde et qui a créé l'événement. D'ailleurs il s'est aussi pris une vague de haine homophobe sur les réseaux sociaux à laquelle il n'a pas hésité à répondre. Go Jacquemus! Mais on peut aussi mentionner le scandale des produits non reçus et de mauvaise qualité, ce qui lui a quand même valu d'être l'un des sujets qui crée le plus le buzz sur TikTok, mais également d'être en top tweet sur Twitter pendant un petit moment. Franchement, cette histoire, elle a duré quelques semaines quand même. D'après lui, c'était dû à une croissance très rapide de sa marque, avec donc beaucoup de nouvelles usines et ils ont mal géré voilà, toutes ces commandes, mais depuis, la situation s'est stabilisée. D'ailleurs, attention, en ce moment, il y a pas mal d'images d'une nouvelle collaboration entre Jacquemus et Nike qui tournent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas un vrai drop. Ça porte à confusion sur Instagram, beaucoup de personnes ont cru que c'était genre un deuxième drop de cette collaboration, en fait pas du tout. Il s'agit d'une collection imaginée par l'artiste Marco Simonetti à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, il a fait ses propres dessins, son propre concept, etc. Et il y a ajouté l'intelligence artificielle. Je le spécifie parce qu'on questionne de plus en plus l'intelligence artificielle parce que pour faire ses créations, il se base sur plein d'œuvres de plein d'artistes et donc on se demande dans quelle mesure c'est du vol, dans quelle mesure c'est de la copie, etc. Là, Marco Simonetti a bien spécifié que c'était d'après son propre travail. Et en fait, ça va de pair avec l'hyper-digitalisation dont je vous parle depuis 2-3 ans, avec toutes ces marques qui s'associent ou qui rentrent dans le métaverse, qui investissent même dans le métaverse. Également beaucoup de marques de mode qui sont de plus en plus présentes dans l'univers du gaming. De plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit des produits de marques type Gucci, Balenciaga, etc. qui sont imaginés par l'intelligence artificielle et ça suscite beaucoup d'engouement. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant ça ne remplacera pas les directeurs artistiques, bien que ça m'étonnerait pas qu'en 2023 quelqu'un fasse une collection un peu imaginée par rapport à l'intelligence artificielle ou un truc comme ça. Et franchement moi j'adorerais, moi j'ai envie de voir ça en 2023. Mais donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, mes directeurs artistiques, il y a eu encore pas mal de changements là en 2022 qui vont continuer en 2023. C'est les chaises musicales, on a l'habitude, surtout il faut tenir le rythme, se souvenir de qui est chez qui. Donc on a un premier changement chez Burberry avec Riccardo Tisci qui part de la marque. Il avait fait un bon boulot dans le sens où il faisait de bonnes ventes, c'était du beau Burberry, mais il n'a jamais réussi à vraiment créer un phénomène autour de lui, créer un phénomène autour de la marque, de ses défilés et tout ça, alors qu'il y arrivait beaucoup plus lorsqu'il était chez Givenchy. Donc finalement là il se retire de Burberry et c'est Daniel Lee qui va le remplacer. Donc souvenez-vous, Daniel Lee était chez Bottega Veneta, c'est lui qui a un peu redonné de la lumière à cette marque et il avait été viré pour des raisons un peu mystérieuses, on n'a jamais trop su pourquoi. Il y avait eu des rumeurs sur les réseaux sociaux comme quoi il était vraiment pas très sympathique, qu'il avait peut-être eu des propos racistes ou je ne sais pas quoi. La marque avait démenti mais au final, on n'a jamais su pourquoi il avait viré alors qu'il permettait à Bottega Veneta d'être quand même au sommet. Il enchaînait les hits produits et tout, enfin c'était vraiment un truc de ouf. Donc franchement, là, le prochain défilé Burberry par Daniel Lee, il est en février. Je pense que ça peut être quelque chose.
On a également eu le départ d'Alessandro Michele de chez Gucci, et pareil, c'est un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop, il y a plusieurs versions, tout le monde dit un peu ce qu'il a envie de dire, mais du coup là pour l'instant c'est en stand-by, on ne sait pas qui va le remplacer. La rumeur dit que potentiellement on va avoir un espèce de reveal du prochain directeur artistique sur le prochain défilé Gucci. Si c'est le cas, ça peut être iconique de créer un événement sur le défilé. Et on ne sait pas également où Alessandro Michele va aller, et d'ailleurs ça a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux parce que également où vont aller Harry Styles et Jared Leto. Est-ce qu'ils vont rester chez Gucci? Est-ce qu'ils vont suivre Alessandro Michele où qu'il aille et quoi qu'il fasse? On verra bien. Aussi en 2022, on a appris qu'Harris Reid prenait la direction artistique de Nina Ricci. Pareil, je pense que ça peut faire un très très bon premier défilé. Est-ce que sur le long terme, il va réussir toujours à avoir de l'impact, à se renouveler? Je ne sais pas trop, mais en tout cas je pense que le premier défilé peut être extraordinaire. J'adore Harris Reid, donc moi j'y crois. Et on a également l'arrivée de Ludovic de Saint-Cernin chez la marque Anne de Lemester. Je suis un peu moins fan de sa vibes, mais c'est vrai que Ludovic de Saint-Cernin était un des créateurs les plus en vogue là ces dernières saisons, ces derniers temps. Ça m'étonne pas qu'il soit chez une grosse marque, et pareil, je pense que ça peut être vraiment cool. En tout cas, vous l'avez compris, il va falloir suivre là la prochaine Fashion Week. Fin janvier, là, février, il va y avoir plein d'événements importants. Comment Balenciaga va revenir? Qui va s'occuper de Gucci? Est-ce que Louis Vuitton va enfin faire appel à un directeur artistique? Comment va se passer le défilé de Burberry chez Daniel Lee? Est-ce qu'il va y avoir toujours autant de stars? Est-ce que Bella Hadid va être sur tous les défilés? Est-ce qu'on va avoir des collections avec de l'intelligence artificielle? N'hésitez pas à me faire vos pronostics en commentaire et à me dire si, d'après vous, j'ai omis un événement qui vous a marqué cette année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour la vidéo un peu touchy sur Balenciaga.